Maintenant, le second problème auquel on va se confronter au niveau de l'adolescence va être le suivant. Nous sommes face à l'enfant, nous sommes donc un papa et une maman, c'est-à-dire nous incarnons un univers adulte. L'enfant, comme nous l'avons vu au moment de l'adolescence, c'est cette fameuse théorie du homard, il ne sait pas au trop où il en est, il a un corps d'adulte, mais il a encore une structure intérieure qui n'est pas celle d'un adulte. Il ne sait pas trop, et un enfant, il a besoin de quoi? Il a besoin de points de référence. C'est-à-dire, il a besoin de savoir c'est quoi un adulte et comment ça fonctionne pour pouvoir se sentir en état de sécurité dans l'environnement familial. Et donc, on va se poser la question, est-ce que nous incarnons vis-à-vis de l'adolescent l'adulte qui le rassure? C'est quoi quelqu'un qui vous rassure? Moi, qu'est-ce qui me rassure? Ce qui me rassure, c'est d'être dans un univers sécure. Un univers sécure, c'est un univers donc qui me protège. Un univers qui, en effet, sur lequel je peux compter. Un univers qui est là et, quelles que soient les situations, assume pleinement son rôle et sa place. Donc l'adolescent, dans la période préadolescente, va déjà essayer de voir quelle sorte d'adultes nous sommes. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes des êtres sécures? Et donc, je vais vous donner cet exemple que j'affectionne particulièrement. Pour celles et ceux qui ont une fois entendu un cours sur l'éducation, évidemment, ils ont sûrement entendu une fois cet exemple. Eh bien, c'est la maison que j'achète à la pointe de la Bretagne. Je prends la France, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Tout le monde sait qu'en Bretagne, les vents soufflent fort. D'accord? Les vents soufflent extrêmement fort. Et donc, j'achète une maison. Ce que je veux savoir, c'est si elle résistera au bourrasque. Cette maison est neuve. Si le vendeur m'assure qu'elle est en bon état, je vais éventuellement donner un grand coup dans les murs pour être sûr que les murs ne vibrent pas trop. Si je me rends compte que quand je donne un grand coup d'épaule dans un mur, ça commence à vibrer, voire même à fendiller, eh bien là, je ne rentre pas dans la maison. Pourquoi? Parce que j'ai trop peur. Parce que quand je cogne, ça bouge. L'enfant et tous les enfants du monde font la même chose. Quand ils sont petits, quand ils sont dans la période préadolescente, ils cognent. Ils cognent, c'est-à-dire ils explorent nos limites. Ils explorent notre capacité à un moment à savoir résister à leurs coups de boutoir, mais qui sont souvent beaucoup plus présents pour savoir qui ils ont en face d'eux. Est-ce que mes parents sont suffisamment construits et convaincus de leur démarche pour pouvoir résister à ma pression? Et donc, ça vous donne tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est je veux un portable, je veux un portable, je veux un portable, je veux un portable. Et pas le portable pour téléphoner, le Samsung ou les autres ambiances du même genre. Donc l'enfant a ses désirs, il a son désir, il a face à lui un adulte, et donc il demande. Et là, s'il n'a pas une réponse à ses envies, il commence à cogner. Et là, il va voir ce qui se passe. Si quand il commence à pousser, je recule. Alors, c'est très agréable parce qu'il a une réponse immédiate à ses demandes. Et donc, dans ce cas-là, il reteste. Parce que des demandes et des besoins, il en aura en permanence. Et en même temps, il est en train de tester qui est en face de lui. Et si chaque fois je recule, il continuera. Et nous, on est là comme des imbéciles. On dit, je ne comprends pas. Je lui ai donné le portable, le vélo électrique, le scooter, et encore il exagère, et encore il veut. Mais c'est normal, il dit à quel moment tu seras capable de me dire stop. Dire non, on se dit, bon, ben, on va répondre oui. Ben, si ça marche, ben, je continue. Pourquoi vous voulez que j'arrête? Ça marche, génial. Or, comme l'ado, et comme tout individu face à ses appétits et ses désirs, et que ses envies sont multiples et variées, eh bien, à aucun moment, il a une raison pour s'arrêter dans ses demandes, vu que de toute façon, quand il cogne, ça fonctionne. Et donc le problème, il est double chez lui. C'est que d'abord, il ne sait plus gérer ses frustrations, parce que quand il veut, il a, et donc savoir gérer le fait que je veux et je n'ai pas, n'est pas quelque chose qui va faire partie de son modèle de fonctionnement, et je ne vous raconte pas ce que ça va donner à l'âge adulte. Et en plus, il est dans un état d'insécurité face à un adulte qui n'est pas adulte, et qui ne le rassure pas. Et donc, il ne peut pas aimer. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu ne me donnes pas cette chose dont j'ai le plus besoin, c'est-à-dire l'image de l'adulte. Et donc, on est dans ce paradoxe dans lequel on est dans une réponse à ces demandes
Et le paradoxe, c'est que l'enfant ne nous aime toujours pas, en tout cas, pas comme on le voudrait. Attends, puisque je te donne, ben normalement, ça devrait bien se passer. Tu devrais être alors à vendredi. Alors tu sais bien que vendredi soir à table, j'aime bien qu'on discute et qu'on chante et qu'on parle. Tu l'as eu tout ce que tu voulais, alors pourquoi tu ne le fais pas? Ben parce que tout simplement, il est dans une zone test. Et la zone test, on a malheureusement souvent échoué. Donc le travail à faire en amont, et on va voir comment on gère maintenant au niveau de l'adolescence, c'est de montrer à l'enfant qu'il a face à lui des adultes. Et des adultes qui n'ont pas peur à un moment de poser des règles, parce qu'ils n'ont pas peur que l'enfant ne les aime plus, parce qu'à un moment, ils refusent ses demandes. Il ne faut pas avoir peur que l'enfant ne nous aime pas. Et si l'enfant vous dit bah, « si c'est comme ça, je ne vous aime plus bah, », t'as qu'à plus m'aimer, c'est ton problème. Moi, je t'aime de toute façon. Ce qu'on appelle ça des chantages affectifs, quoi. Ouais, bah, je ne vous aime plus, vous êtes des méchants parents. Moi, quand un enfant dit ça, je lui dis « je suis désolé pour toi ». Pauvre chou. Il y avait un couple de méchants parents dans le monde, t'es tombé dessus. Purée. C'est quand même pas sympa, hein, ce qui t'arrive. Si tu veux, éventuellement, on peut faire une demande d'adoption ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment, parce que là, s'il voit que ça me touche, s'il voit que ça me bouleverse, donc il a compris sur quoi il peut jouer, donc il va jouer. Donc il joue. Il joue parce qu'il cherche à comprendre comment ça fonctionne. Et donc là, il commence à découvrir. Et par la suite, il sait très bien. C'est comme quand il voit que papa et maman ne sont pas en phase. On n'est jamais en phase, surtout, sinon ça ne serait pas rigolo. Mais s'il voit qu'il est un enjeu à l'intérieur de la relation, il jouera papa contre maman, maman contre papa. Et le bénéficiaire, ça sera lui, même si au fond c'est terriblement angoissant parce que la structure familiale qu'il est en train de déstabiliser, eh bien, le met lui aussi dans une position d'insécurité. Mais ça, il ne s'en rend pas compte tout de suite. Donc à nous de faire ce travail, de se dire, mais au fond, quand je dis non à cet enfant, quand je dis non à cet adolescent, c'est parce que je veux l'aider à se confronter, à la problématique de la frustration, je n'ai pas toujours ce que je veux. Donc je veux l'aider à se construire, et je veux en même temps qu'il comprenne c'est quoi un adulte. Si c'est ça que j'ai en tête, les choses passeront beaucoup mieux que si en effet je veux que l'enfant m'obéisse pour moi. D'où la raison pour laquelle j'avais dit en amont qu'on a d'abord à faire un travail au niveau du couple. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin que l'enfant m'obéisse pour me sentir exister, parce que de toute façon, j'existe. Si un homme sait que de toute façon, il a une place en tant que tel, une femme sait qu'elle a une place en tant que telle, parce que tu es mon conjoint, point. Je t'aime, pourquoi? Parce que. Point. Alors, je n'ai pas besoin que l'enfant soit à l'écoute de ma parole pour être sûr que l'autre m'aimera, puisqu'il m'aime dans tous les cas de figure. Donc, ici, le seul enjeu, c'est la démarche éducative. Et l'enfant le perçoit parfaitement bien. L'enfant perçoit parfaitement quelle différence il y a entre des parents qui imposent des règles, d'un côté ou de l'autre, parce que sinon, à cause de ça, si l'enfant désobéit, ben, c'est leur place qui est remise en cause, et de l'enfant qui comprend que non, il faut que la règle elle soit là parce que c'est comme ça. Une fois qu'on essaie de réfléchir, hein, sur ce soir, ce qu'on essaie de faire ensemble, c'est j'essaie de partager avec vous des éléments de réflexion par la suite, parce que on n'est pas dans un univers de recettes. On est en train de réfléchir véritablement où on se situe et où est-ce qu'on se positionne. Donc on a vu là cette problématique de l'univers du groupe, on voit maintenant la nécessité de la règle, on voit la nécessité de l'adulte que nous incarnons, que l'enfant a besoin de voir. Maintenant, c'est quand la dernière fois, on s'est regardé dans le couple et on s'est dit, bon, c'est quoi notre objectif cette année au niveau de l'éducation des enfants? Et vous allez constater que la plupart du temps, notre réflexion au niveau du couple, elle s'opère beaucoup plus lorsque l'on est confronté à une problématique et pas en amont des choses. On est beaucoup plus dans la gestion des choses. On est beaucoup plus dans la gestion que dans la construction. La réflexion en amont sur ce que nous voulons mettre en place au niveau de l'enfant, souvent n'est pas véritablement présente. Elle n'est pas véritablement présente. On est là et puis on suit le rythme. On suit le rythme. On est là et puis il y a
les choses se mettent en place, et puis voilà. Et puis si à un moment il y a un problème, alors là, attention, on commence à réfléchir à ce qu'on doit faire. Alors peut-être qu'on va s'arrêter, on va se dire, ok, cet enfant arrive plus ou moins à l'époque de la préadolescence. C'est quoi nos objectifs par rapport à lui? Qu'est-ce qu'on veut introduire chez lui? Quelles sont les notions fondamentales qu'on a envie de lui faire partager? D'après vous, c'est quoi les premières choses qu'un enfant doit intégrer à l'âge de la préadolescence? La préadolescence, donc cette période dans laquelle il va passer d'un univers à l'autre, c'est le moment dans lequel l'enfant doit se préparer à savoir gérer sa relation à ses désirs. L'adolescence, c'est le moment de la puberté, c'est le moment dans lequel on arrive dans l'univers des désirs, c'est le moment dans lequel, en effet, on a des règles, et plus encore qu'on est dans un univers juif de Torah, qui vont se trouver confrontés à nos désirs. Je ne connais pas une petite demoiselle qui dit « chic alors, je vais fonctionner exactement comme ce que la halakha me dit, et qu'est-ce que je suis contente ?» Elle va le faire, elle pourrait être très contente de le faire, mais c'est un vrai travail. C'est un travail, c'est un effort. Si elle sait pourquoi elle le fait, si elle comprend qu'il y a du sens, elle va l'intégrer sans aucune problématique. Idem au niveau de l'adolescent. Lorsque l'adolescent est confronté à l'univers de la puberté, j'en connais pas un qui dit « chic alors, je vais maintenant pouvoir être dans la maîtrise totale de mes pensées, de mes pulsions et de tout ce qui va autour. » Non. Il va y avoir un combat à mettre en place. Il va donc y avoir les désirs et le fait qu'à un moment, il y a un univers de règles et qu'il va devoir respecter ces règles. Et donc, cet enfant-là doit apprendre que dans la vie, en effet, gérer quelque chose qui est du domaine de l'interdit peut être quelque chose qui, même si ça demande un effort, n'est pas nécessairement totalement désagréable. Aujourd'hui, c'est quoi l'adolescence? On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, on s'habille comme on veut, on fonctionne comme on veut, et on répond présent à nos désirs. Et la seule chose qui nous limite, c'est parfois un problème économique. C'est tout. Mais, sinon, on est en réponse permanente. Nous, ce qu'on attend d'un adolescent, c'est qu'il devienne un adulte construit. Un adulte construit, ce n'est pas un adulte qui va fonctionner parce qu'il est dans un groupe qui l'oblige à fonctionner d'une manière A. C'est un adulte qui, à un moment, a des convictions profondes et qui est capable, parce qu'il a ses convictions, d'avoir une certaine direction de vie, même si ça lui demande de faire des efforts. Parce que, tout simplement, le résultat, pour lui, est fondamental, et il est capable de mettre de côté un certain nombre de choses pour pouvoir accéder à cet objectif. C'est ça qu'on veut. C'est-à-dire, on veut qu'au fond, cet enfant, en dehors de notre regard, en dehors d'un système social, arrive toujours à être dans la direction que nous lui avons proposée. Que ça ne soit pas la pression sociale, le groupe dans lequel il se trouve, qui le fasse en tant qu'adulte aller dans une direction. Mais que ce soit lui par rapport à lui-même, que ce soit quelqu'un qui sache avoir une exigence par rapport à lui-même. Et clairement, si notre enfant a perçu que notre démarche n'était que fonction de l'univers dans lequel on était, c'est-à-dire que dès le moment où on échappe au regard de l'autre, brusquement nous avons des modes de fonctionnement qui ne sont pas les mêmes, il découvre quelque chose de très simple. C'est que dans la vie, c'est avant tout ce que le système t'oblige à être qui va être l'élément essentiel. Et donc, si moi, j'arrive mieux que toi à mettre de côté le regard des autres, ben, je pourrais faire ce que je veux. Toi, tu n'arrives pas à le faire parce que tout simplement, tu es encore soumis à ça. Moi qui ai réussi à un moment à m'en affranchir, dire à l'adolescent, je fais ce que je veux. Et moi, je suis très impressionné par ces ados qui n'ont aucun problème, dans certains univers, à s'affranchir d'un certain nombre de codes et de le vivre parfaitement bien. Moi, je dis bravo, je suis très impressionné. C'est qu'en deux mots, ils m'apprennent une leçon extraordinaire, c'est qu'ils ne dépendent pas du regard des autres. C'est très impressionnant. Mais pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont vu que l'univers dans lequel ils étaient dépendait beaucoup de ce regard des autres. Donc je dis, donc le seul problème, c'est quoi? C'est de ne pas avoir peur de ce que les gens penseront de moi? J'ai pas peur. Ils penseront ce qu'ils veulent. Et c'est pas grave. On fait quoi maintenant? Là, on est coincé. Là, on est coincé. Donc on voit bien que c'est un travail qu'on va devoir opérer chez nous. C'est un travail important qu'on va devoir faire chez nous.
L'enfant voit qu'on a une exigence par rapport à nous-mêmes. Et que l'enfant voit qu'on n'est pas sans arrêt ce que j'appellerais des caméléons sociaux. Un caméléon social, c'est quelqu'un qui agit essentiellement en fonction du monde et de l'univers dans lequel il se trouve. Une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce que l'ado attend? L'ado donc attend d'avoir un échange avec le monde adulte qui est autour de lui, c'est-à-dire nous les parents. Généralement, on a posé la problématique de l'objectif, ça va être peut-être ça le premier objectif. Quel est notre objectif? D'installer une relation verbale, c'est-à-dire d'arriver à se parler. Généralement, les communications dans les familles, c'est quoi? C'est ce que j'appellerais des communications de nécessité. Passe-moi le sel, va chercher les courses, fais tes devoirs, où est-ce qu'on va en vacances, qu'est-ce qu'on mange, et autres phrases du même type. Si vous réfléchissez un instant, l'immense majorité des mots qui s'échangent, c'est ce que j'appellerais des communications de nécessité. C'est-à-dire, pour que ce cadre fonctionne, il va falloir qu'on se dise des choses, qu'on y ait du passage d'informations. Mais est-ce qu'on se parle? Stam, pour du beurre. Alors, on va dire oui, bien sûr. Tu as entendu ce qui s'est passé en France, et vous êtes au courant, et à ce qui paraît. Génial, j'ai la radio qui vient chez moi, j'ai le journal qui vient à la maison. Est-ce que ce que je dis, l'enfant en dehors de moi pourrait le savoir? Oui. Bon, pourquoi j'ai besoin de le dire? Est-ce que je suis tout simplement le haut-parleur des sites d'information? Non. Alors, on va être là, et puis, même pire que ça, l'enfant va entendre parfois des commentaires sur ce qui se passe, mais la plupart du temps, il va réaliser que ce n'est pas le fruit de notre réflexion, c'est que tout simplement, on redit à voix haute ce que le journaliste a dit, mais avec d'autres mots. Et donc, à partir de ça, il se rend compte qu'au fond, il n'a pas un parent qui pense, quoi. Il a un parent qui fait un copier-coller, qui dit avec ses mots des choses que d'autres ont déjà dit, qui n'a même peut-être pas été capable de filtrer. À quel moment, c'est quoi se parler, au fond? C'est quoi parler? On se parle. Mais on se parle de quoi? De quoi on parle? Une fois qu'on a exploré toutes les problématiques techniques. Un adolescent a besoin de savoir qu'il a un parent qui réfléchit, qu'il a un parent qui pense. C'est que nous, on est là, et je suis sûr que beaucoup de personnes sont arrivées ici avec cette idée de comment je gère les problèmes des ados qui se disputent, ne veulent pas, décident. Oui, mais avant ça, il faut d'abord réfléchir, c'est quoi la relation? Qu'est-ce qu'on met en place dans cet univers familial? Pour que dans un second temps, notre parole puisse porter, qu'en effet, il y ait des messages qui puissent passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'ils nous obéissent maintenant. C'est que ça devienne des adultes équilibrés. Des adultes équilibrés. Si le gosse, par la suite, il grandit, et que quelque part, toute sa vie, il est dans la continuité de ce qu'on lui a appris à être, parce que tout simplement, il ne peut pas imaginer être autre chose, mais que ce n'est pas les fruits de ses choix, est-ce que véritablement, il serait heureux? J'en suis pas sûr. Et que nous, ce qu'on veut, c'est que ces enfants deviennent des adultes heureux, équilibrés. Donc, il est là et il a besoin d'une parole. Alors, c'est quoi la parole dont il a besoin? Que tout simplement, d'abord, il y ait des paroles d'amour. Des paroles d'amour, c'est quoi? C'est pas de dire « je t'aime, mon fils ». D'accord? Vous connaissez l'histoire? Le gamin, il rentre à la maison, et puis sa mère, elle l'accueille. Bon, alors, je vais la jouer parce que la majorité est plus du côté des pays du Moyen-Orient, de l'Orient que de l'Occident, d'accord? Mais à mon avis, c'est le même principe, mais si je vous le faisais avec l'accent yiddish, avec les mots yiddish, ça serait plus compliqué à comprendre. C'est le gosse qui rentre à la maison et dit, sa mère l'accueille, dit « Mon fils, mon amour, mon bébé, mon pain de sucre, mon pain de trésor, mon chéri, etc. » Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école? À l'école, aujourd'hui, j'ai appris que je m'appelais David. D'accord? Donc, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas juste mon. L'enfant, il a une identité. C'est-à-dire, je ne l'aime pas parce que c'est mon. D'accord? La chair de ma chair. Non, non, non. Il a une identité, il s'appelle Yitzhak, Sarah, ce que vous voulez. Et posez-vous la question, c'est quand la dernière fois qu'on a dit à l'enfant? Et, tu sais, je t'aime. Boum. Alors, avec ce mot-là ou avec d'autres mots?
C'est-à-dire, quelle est la dernière fois on a fait en telle sorte que l'enfant perçoive qu'on l'aimait? Parce que, moi je vais dire, mais je lui fais des très bonnes choses à manger, donc il doit bien se rendre compte que je l'aime. S'il a le décodeur, oui, mais s'il n'a pas le décodeur, vous faites quoi? L'enfant a l'impression qu'en vérité, il doit manger pour nous faire plaisir, alors que pour nous, on lui donne à manger parce qu'on l'aime. Non, mais s'il n'est pas au courant, comment vous voulez qu'il le sache? D'accord? C'est comme le mari qui répare la machine à laver, et puis il dit, mais je n'arrive pas à réaliser comment tu ne sais pas que je t'aime. Pourquoi? Ben, j'ai réparé la machine à laver. Ok, il fallait juste me dire que c'est ta manière à toi de me dire que tu m'aimes. Why not? Pourquoi pas? C'est-à-dire, on peut faire passer le message de différentes manières, mais il faut être sûr que l'autre décode. C'est pour ça que parfois les mots sont plus simples. Parce que vous dites à quelqu'un « je t'aime » et pas... Ben, a priori, généralement, c'est ça le sens, quoi. Mais il peut y avoir d'autres manières. Mais il faut être sûr que l'enfant va le percevoir. L'enfant va avoir besoin, d'abord, que l'adulte qui est en face de lui n'ait pas peur d'exprimer des sentiments. Et que ces sentiments-là, ils sont là non pas parce que l'enfant répond à nos attentes, mais parce qu'il est notre enfant, point barre. Je t'aime. Pourquoi? Parce que. Pour du beurre. Si l'enfant n'a pas ça à l'intérieur de lui, il est dans un état d'insécurité. Et donc parfois, en effet, il va pouvoir faire tout ce qui est nécessaire pour être sûr d'être aimé. Et si l'enfant, au niveau du groupe, n'arrive pas à se faire aimer du groupe, alors il fera tout pour être aimé, donc on aura l'impression que cet enfant, en vérité, c'est un bon enfant. Mais en vérité, il fait tout pour être sûr qu'on l'aime. Donc il va y avoir cette démarche-là qui va être première chose qu'il a besoin d'entendre de nous, et de manière régulière et récurrente, et qu'il le perçoive. Chacun dans son modèle, chacun dans son style, il n'y a pas de règle absolue. Mais être sûr que le message est passé. Être sûr que le message est passé. Vous savez comment ça se passe dans un couple ashkénaze quand on se marie? Le mari fait à un moment une déclaration à sa femme. Il lui dit, écoute, voilà, sache, je t'aime. Et tant que je ne te dis pas le contraire, je pense la même chose. Pourquoi pas? Si l'autre est au courant et que le message passe, tout va bien. Mais il faut être sûr que l'autre ait bien reçu le message. Ça, c'est la première chose. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ô combien pour les adolescents c'est fondamental. Pour eux, c'est extrêmement important. La seconde chose, c'est que justement cet univers de communication, il ne faut pas que l'adolescent ait l'impression que l'on commence à se parler que quand ça va mal, ou que quand on a besoin de lui. Il faut savoir à un moment être dans l'échange, être à l'écoute de ce qu'il pense et lui dire ce que nous pensons nous. Et sortir des lieux communs. Comment ça se passe? Alors, comment ça s'engage une conversation adolescente? Alors, certains rêveraient de la situation pareille. Moi, j'ai... Peut-être ça existe, je ne sais pas. Il est 22h le soir. Les petits sont couchés. Et votre ado chéri arrive et dit « Papa et maman, écoutez, ça tombe bien, justement, vous êtes là, disponibles. Ça serait intéressant si nous pouvions nous asseoir ensemble et bavarder de certaines choses. J'aimerais être à l'écoute, en effet, de votre vision du monde et de l'existence et j'aimerais partager avec vous mes réflexions, mes angoisses, mes peurs, afin que nous puissions, dans un échange constructif, avancer ensemble dans le chemin de la vie. » Et là, brusquement, il y a le réveil qui sonne. On se dit « Mais non, ce n'était qu'un rêve. » De manière plus concrète, ça se passe comment? 22h30, vous êtes enfin avec votre conjoint, tranquillement assis sur le fauteuil, vous commencez à bavarder. Et votre adolescent, il débarque. Et votre adolescent, il rôde. Il est là. Il passe. Alors cet adolescent, en plus, vous êtes vachement énervé sur lui, vous êtes très énervé. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup d'adolescents, vous avez su qu'il est rentré à la maison de manière très simple. Comment est-ce qu'on sait qu'un ado rentre à la maison? 2 claquements de porte. Celle de la porte d'entrée, celle de sa chambre. Donc en plus, on a ce truc-là. Mais attends, mais pourquoi il fait ça? Alors nous, tout de suite, on est dans notre décodage. Ouais, il ne nous calcule pas, ouais, ceci, cela. Il est en zone test. C'est très inconscient. Je rentre, je ne te calcule pas. L'adulte, est-ce qu'il est bac à sable ou pas? Au GAN, on dit prumsdeuse. Tu ne m'as pas dit bonjour, je ne te dis pas bonjour. Ça, c'est à 4 ans. C'est prumsdeuse. Un adulte dit, toi, tu n'as pas voulu me dire bonjour, c'est pas pourtant que je ne vais pas te dire bonjour. Votre mari, mesdames, rentre à la maison le soir et pour des raisons qui lui appartiennent, a difficile à sourire. Ah ben, puisque tu ne me souris pas, je ne te souris pas. Nananère. Ou dans l'autre sens. Attends,
C'est ce qu'on appelle bac à sable. Donc, comme on est adulte, on est sorti du bac à sable. Donc cet ado, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Et nous, on est là, on lui dit, tu ne peux pas aller dans ta chambre, pour une fois qu'on est calme et tranquille. Mais justement, qu'est-ce qui est en train de se jouer ici? Quelque chose de génial. C'est qu'il ne sait pas rentrer en contact, parce que tout simplement, rentrer en contact les uns avec les autres, déjà, c'est pas simple. Et a fortiori, un ado vis-à-vis du couple parental, il y a à nous de savoir, en effet, à ce moment-là, ouvrir. Et savoir que ce sont des occasions qu'il nous propose et ne pas les perdre. Ça va être, amène du coca. Tiens, allez, amène la tablette de chocolat. Et puis, on commence à parler de tout et de rien. Et dis-moi, à ce qui paraît, tu es au courant que... Et n'importe quoi. C'est vrai que dans la Shruna, il y a un immeuble qu'ils vont détruire et qu'à ce qui paraît... On ouvre sur n'importe quoi. Et on lui dit, et qu'est-ce que tu en penses? Et c'est vrai et on lui demande qu'on est intéressé à entendre ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'au début, en vérité, on ne commence pas à lui parler sur les problématiques existentielles. On utilise ces moments-là pour lui dire qu'on est intéressé par entendre sa voix. Et qu'à un moment, quand il va nous dire un truc, on va dire « Ah, mais c'est super ce que tu viens de dire, mais je n'y ai jamais pensé. » Mais n'exagérons pas, mais à un moment, mais exprimons. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est qu'il va voir que, tiens, on peut se parler. C'est-à-dire qu'on est ouvert à un moment à un dialogue qui ne soit pas juste organisé autour des impératifs du quotidien, c'est-à-dire habille-toi comme ça, ne t'habille pas comme ça, fais ceci, ne fais pas cela, travaille, ne travaille pas et tout. Il y a une parole, il y a un échange, il y a quelque chose. Et à partir de là, se saisir de toutes ces occasions qui permettront en effet d'être dans cette parole qui, même si pour l'instant n'agit pas sur des points précis, crée le lien. Je vais vous raconter une expérience personnelle, je n'ai jamais compris comment nos garçons, quand ils étaient à la yeshiva, savaient de manière presque prophétique quand j'allais me lever le matin très tôt, vers 5-6 heures, pour prendre un train. D'accord? Je n'ai jamais su d'où ils savaient ça. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est parce que généralement, c'était ces soirées-là où ils m'appelaient vers 11h minuit pour parler pendant 2 heures. Vous allez vous réveiller dans 5 heures, dans 3 heures, vous êtes décalqué. À ces moments-là, il y a quelque chose de génial qui se passe. C'est qu'il ne faut surtout pas lâcher ces propositions qui nous font d'être dans l'échange. Oui, ça demande un effort, oui, c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est des moments qui sont extrêmement précieux. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on se parle, et à ce moment-là, on ouvre la possibilité par la suite de se dire véritablement des choses qu'on a besoin de se dire. Se saisir de ces moments, les créer, leur demander leur avis, leur demander leur point de vue, et véritablement être intéressé par cela. Et même si à un moment leurs points de vue sont iconoclastes, même si à un moment leurs points de vue nous font bondir, montrer que nous sommes capables de les recevoir. Ce n'est pas parce que je reçois un point de vue auquel je n'adhère pas que brusquement j'ai changé d'avis. C'est quoi la base d'une communication? C'est qu'il y a le message émis, et puis après, il y a ce qu'on appelle en face l'accusé de réception. Les adolescents, encore plus que nous les adultes, ont besoin d'avoir des accusés de réception. Quand un enfant, quand un adulte parle à l'autre, quand vous êtes dans un échange avec votre conjoint ou avec un autre adulte, et que quelqu'un vous dit « Non, mais moi je pense que… » Souvent c'est intéressant d'entendre les gens qui disent « Non, mais… » D'accord? C'est intéressant. Souvent c'est démarre par la négation. Où la personne exprime une idée, souvent on réagit. Avant de réagir, il faut d'abord être sûr que la personne est au courant qu'on a entendu. Qu'est-ce qu'on dit? J'entends ce que tu dis. Vous utilisez la formule que vous voulez. J'entends, j'ai reçu. L'adolescent qui à un moment va exprimer son point de vue sur un domaine quel qu'il soit, a besoin de savoir que l'adulte qui est en face de lui, qui est donc le parent, reçoit son point de vue. J'entends ce que tu dis, j'aurais jamais pensé, je ne suis pas sûr que je pense la même chose que toi, mais c'est intéressant. Plutôt, la petite fille, elle dit « Ouais, mais je ne vois pas pourquoi, en effet, on ne pourrait pas se promener comme ça, moi, du moment que dans ma tête, en vérité, je suis bien, alors quel est le problème ?» Généralement, on dit « Mais, d'abord, Birlal, De Gaulle, quoi, français, je vous ai compris. » C'est-à-dire, d'abord, tu reçois.
D'abord, tu reçois. J'entends ce que tu dis, c'est vrai, ce que tu dis n'est pas inintéressant, c'est vrai. C'est-à-dire, je donne du poids. Tu as du poids, tu as une pensée, elle a du poids. Donc, je te construis dans ta dimension maintenant de préadulte qui a une pensée, que cette pensée, elle a une valeur. Est-ce que cette pensée est vraie ou pas? C'est dans ce second problème, mais elle a de la valeur. Dans la Gemara, on rapporte même la pensée de ceux qui, à un moment, sont invalidés. Ce n'est pas parce qu'à un moment, on arrive à la conclusion qu'on n'adhère pas à telle et telle opinion que brusquement, cette opinion n'est plus citée. Elle est toujours citée. Pourquoi elle est citée? Parce qu'elle a une valeur. Elle n'est pas l'opinion qui va en effet être retenue, mais c'est une opinion qui a une valeur, soyons à minima, comme ce que l'on voit dans la Gemara. Dans le Talmud, on accepte une opinion qui, par la suite, est invalidée, mais qui toujours est citée. Donc déjà, ça va être extrêmement important pour eux, parce qu'ils sentent que nous leur donnons de la valeur, de l'importance, donc ils auront moins besoin que ce soit les autres qui leur en donnent, et d'en chercher de manière différente. Et ça, c'est un travail qu'on commence d'abord à faire au niveau du couple. Si dans un couple, on a pris l'habitude, en effet, de donner du poids à la parole de l'autre, même si on n'est pas d'accord, de la recevoir, de la valider parce que tout simplement elle provient de toi, même si par la suite je vais te dire que je ne suis pas du tout d'accord, voire même que je vais te prouver que en effet c'est ma pensée qui est la bonne, mais au moins j'existe. J'existe. Maintenant, à la fin, il faut bien avoir une pensée XY qui... Mais j'existe. Imaginez vous dites à quelqu'un, je crois que dans une situation près, la personne dit, mais c'est du n'importe quoi. C'est pas c'est du n'importe quoi, c'est tu es du n'importe quoi. C'est très très compliqué. Et ça, les adolescents en ont encore plus besoin. On n'est pas là maintenant dans les problématiques techniques. Je ne parle pas volontairement du problème d'Internet, du portable, des garçons, des filles, de la mixité. On l'abordera un peu dans les questions. Mais là, on est dans une réflexion beaucoup plus en amont. Qu'est-ce qu'on construit à l'intérieur de la relation? Parce que si l'enfant voit qu'en effet, sa parole peut être entendue, qu'elle est reçue, que même si on ne la partage pas, elle représente quelque chose, alors il pourra par la suite, en effet, de manière beaucoup plus simple, m'exprimer ses doutes, ses peurs, ses hésitations, ses angoisses et tout ce que vous voulez. Ne l'oubliez pas. C'est-à-dire que l'enfant réussira en effet par la suite à être à l'écoute de ma parole s'il sent que je le respecte dans sa dimension d'adolescent et que pour moi, il a une valeur. D'ailleurs, j'ai constaté que les enseignants qui réussissaient les mieux avec les adolescents avaient un profond respect pour leurs adolescents. Et que ces adolescents se sentaient totalement écoutés et pris en compte, même si par la suite on ne suivait pas nécessairement pas leur point de vue. Et ce n'était pas juste une technique. Béhémet, ton opinion est intéressante. C'est comme, attendez, quand quelqu'un vous donne une opinion qui n'est pas la vôtre, quelque part, elle est peut-être vraie, peut-être la vôtre va être invalide. Quand cet adolescent dit « moi je ne vois pas pourquoi il faudrait en effet étudier de la Gemara tant et tant d'heures par jour, ou il faudrait s'habiller comme ça, etc., etc., etc. » Il a peut-être raison. Il a peut-être raison. Surtout, ah non, pas du tout, c'est pas possible. Il dit « mais attends, est-ce que tu as pris le temps de réfléchir à ce que je te dis? Est-ce que tu as pris le temps d'arriver à une conclusion par rapport à ce que j'ai exprimé comme point de vue? Non, dès le début, hop, tu smatches. Donc en deux mots, mes paroles ne valent rien, donc je ne vaux rien. Donc puisque je ne vaux rien pour toi, c'est les autres qui en effet me donnent de la place et de l'importance qui vont valoir quelque chose. Et ça, c'est des choses, vous ne pouvez pas vous imaginer combien ça change dans la perception qu'il va avoir de nous et à terme dans la relation. Vous ne pouvez pas vous imaginer sur ça combien d'adolescents rêvent de percevoir que leurs parents leur donnent de l'importance et de la valeur. Même si à un moment, ils ne répondent pas nécessairement présents à leurs attentes, et malgré tout, leur point de vue est entendu, on y réfléchit, et on imagine qu'il pourrait être vrai, ça c'est déjà énorme. Je veux dire, c'est comme un petit enfant qui dit « j'ai pas envie d'aller à l'école. Je ne veux pas aller à l'école ce matin. » Nous, généralement, on réagit en disant « mais c'est quoi cette histoire? Tu dois aller à l'école, etc. » Première réaction, c'est « je te comprends. »
un enfant normalement constitué n'est pas nécessairement fan de l'école. Il aime bien ça, mais il peut survivre sans. Donc il va dire, j'ai pas envie d'aller à l'école. Je lui dis, ben, je te comprends, hein, on n'a pas toujours les jours envie d'aller à l'école. C'est-à-dire qu'en 2 mots, ton point de vue est totalement légitime. On l'entend, c'est vrai. On va prendre les sujets un peu compliqués pour les petites filles. La tsniout, je te comprends, c'est un peu compliqué parfois. C'est vrai, c'est sûr, c'est évident. Ou alors, oui, c'est vrai. Attendez, on est des malachim, on n'est pas des malachim. Les choses nous demandent des efforts et elles sont difficiles parfois. Donc déjà, l'enfant se sent respecté dans son point de vue. Il se sent respecté, et donc à partir de cela, puisque c'est nous qui lui montrons qu'il est respectable, donc il nous donne une importance réelle, parce que c'est nous qui lui avons donné son poids. Il prend conscience qu'il a une valeur. Et nous avons vu que l'adolescent, justement, il ne sait pas trop où il en est. Donc, qui lui dit, mais c'est super ce que tu dis, c'est pas le groupe, c'est pas les autres, mais c'est nous. Donc, on a du poids par rapport à lui. Nos ados sont tous sauf des imbéciles. Et arrêtons de leur faire des violons sur des choses sur lesquelles il n'y a pas trop de violons à faire. C'est-à-dire, l'enfant qui va vous dire, est-ce qu'on étudie moins bien la Torah si on a une chemise verte? La réponse, clairement, elle est non. Il n'y a aucune différence entre étudier la Torah avec une chemise verte, une chemise bleue, une chemise blanche. On est d'accord? Si ça fonctionnait autrement, ça se saurait. Donc, à un moment, ayons cette honnêteté de lui dire, il y a certaines choses qui, dans l'univers dans lequel tu vis, sont plus des conventions sociales et sont plus des choses qui, en effet, sont là, mais ne sont pas nécessairement ultra fondamentales. Mais comme dans tout, dans la vie, on fait avec. Parce que dans un monde social, il y a certaines règles et on les suit. Point. C'est tout. Donc là, l'enfant voit qu'il a face à lui un adulte honnête. Un adulte qui ne s'évertue pas, à un moment, à essayer de camoufler certaines choses, ou à de valider des choses que de toute façon, on ne peut pas valider. D'un adulte qui est là, et qui, comme tout adulte, réfléchit, accepte certaines choses, et lui dit, eh ben, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est très important pour eux. Parce que véritablement, ils ont avec cela de plus en plus une admiration pour l'adulte que nous sommes, qu'ils n'exprimeront pas en disant « waouh », mais qui s'exprimera à travers le poids qu'ils donneront à nos paroles et à ce que l'on dira dans différents domaines. Dernier point avant de passer aux questions. Je ne peux pas ne pas l'aborder. C'est aujourd'hui sans doute un des points les plus complexes qui existent. C'est nos enfants adolescents face aux problèmes des nouvelles technologies, qui jouent aujourd'hui un rôle énorme et qui sont porteuses d'énormément de déséquilibres dans les familles. Alors je vais mettre de côté, bien sûr, la problématique de ces nouvelles technologies qui leur permettent de se confronter à des images bouleversantes, qu'on appelle dans d'autres univers des images sidérantes, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun univers qui est épargné de cela, quel qu'il soit. Vous aurez toujours le copain qui amènera l'enfant à voir ou à entendre un certain nombre de choses qu'ils n'ont vraiment pas besoin de voir et d'entendre lorsqu'ils sont à l'âge de l'adolescence. Donc ça, faut... Alors il y a des gosses qui arrivent à passer à travers les mailles du filet et c'est génial, mais ne vous imaginez pas que parce qu'ils sont dans un cadre qui est censé être protégé, pour autant ils le seront. Ayez cette vigilance pour ne pas tomber de haut. Ce n'est pas pour créer de l'angoisse, c'est pour tout simplement être pragmatique et réaliste. D'accord? C'est-à-dire, c'est savoir, c'est dire, ah non mais ils sont là, ils sont dans tel et tel cas, donc c'est sûr que. Tu n'as plus aucune certitude, nulle part. D'accord? Donc il faut être clair là-dessus, plus aucune. Bezrat Hashem, tout ira bien, ils arriveront à l'âge de 18-20 ans, ils auront réussi à ne pas passer... Génial, et je vous le souhaite, et je nous le souhaite à tous. D'accord? Mais cette idée qu'on pouvait avoir qu'à un moment il y avait des univers protégés, aujourd'hui, il faut la mettre de côté parce que c'est quasiment impossible.
c'est dans le domaine du possible. Hein. On ne vous dit pas, donc c'est évident qu'ils vont s'en prendre plein la figure, pas nécessairement, mais ce n'est pas automatique. La difficulté, elle n'est pas ici, enfin, elle est ici bien sûr, mais je n'ai pas envie de la poser ici. La difficulté, elle va être aujourd'hui surtout avec la problématique de l'utilisation de ce que j'appellerais des tueurs de communication, qui sont censés être les vecteurs de communication, c'est-à-dire les téléphones portables. On pourrait travailler sur les problèmes d'Internet, sur les problèmes de jeux vidéo et de tout ça. On va partir du principe que tout le monde a le Rimon et tout ce que vous voulez, etc. Moi, je parle sur l'objet. Sur l'objet, donc on ne va même pas rentrer maintenant sur l'objet avec lequel l'enfant va pouvoir se balader sur tous les sites, d'accord ? Sur cet objet qui est censé être vecteur de communication et qui est tueur de communication. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'enfant, à la base, n'en a pas besoin. Et l'adolescent, normalement, ne devrait pas en avoir besoin. Le groupe a imposé cela. Et quand un enfant vient vous dire, il y a un ado vient vous dire, peux-tu me donner un portable ? La première réponse que vous devez lui faire, c'est fonctionner comme un juif qui répond à une question par une question, lui demander pourquoi en as-tu besoin ? Et vraiment être intéressé par la réponse. Et vous allez constater qu'en vérité, il n'en a pas besoin. Parce que j'ai besoin d'appeler mes copains. Il y a un téléphone à la maison, tu as mon portable si tu veux, tu peux l'utiliser. Ah, zut. Non mais comme ça tu n'es pas inquiet si j'arrive en retard. Je te fais confiance, il n'y a aucune raison que je sois inquiet. Si vraiment tu es en retard, tu trouveras bien quelqu'un qui peut te prêter un téléphone pour m'avertir. Ah, zut. Non mais tu t'imagines si après tu veux que je fasse des courses et que tu as oublié de me dire, tu peux m'appeler. Ça, c'est le truc un peu... Le gentil enfant. C'est pas grave. L'enfant qui vous demandait vraiment pourquoi, il est un peu coincé, quoi. Mais parce que tout le monde en a. Ah, c'est intéressant. Donc là, on rentre dans la problématique. Donc là, l'enfant, en vérité, est en train de nous dire que je ne veux pas me sentir différent. Et là, en effet, si l'enfant, dans un groupe dans lequel tout le monde l'a, il est le seul à ne pas l'avoir, et qu'il n'est pas un peu Burberry's, ça va être très difficile de dire non. Mais là, on va rentrer de nouveau dans l'univers des règles. Et les règles, c'est que le portable a un cadre. Et ce cadre, c'est que quand on rentre à la maison en dehors d'une heure dans laquelle tu as le droit de l'utiliser pour appeler les autres, après, il n'est plus en ta possession, point barre. Les adolescents, aujourd'hui, nous échappent parce que tout simplement, nous n'avons même plus le temps d'être dans l'échange parce qu'ils sont sans arrêt dans d'autres univers qui ne leur apportent quasiment rien. Je ne parle même pas de la problématique Facebook. Vous savez, moi, je cherche des amis. Alors, je suis descendu l'autre jour dans la rue et puis j'ai vu des gens, j'ai dit, tu veux être mon ami ? Puis il y a quelques personnes qui m'ont dit oui. Et après, j'étais très content parce que ces amis, je leur ai dit, tu sais, ce matin, au petit-déj, le jus d'orange, il n'était pas très frais, mais les croissants étaient super bons. Et puis, je racontais aussi quelques petites choses là, de ce qui s'est passé entre ce matin et maintenant. Il y en a un autre, d'ailleurs, je lui ai absolument montré toutes les photos de mes vacances. Et même, il m'a dit, super. Et puis après, je voulais être sûr qu'on allait me suivre. Et je me suis rendu compte, au bout d'un quart d'heure, qu'on me suivait. Il y avait d'ailleurs 4 personnes qui me suivaient, 2 flics, un psychiatre et un psychologue. Imaginez qu'on fait la même chose dans la rue, on nous prend pour des fous. Je ne parle même pas de ça. Je ne parle même pas de ça. Ou qu'on le veuille ou pas, c'est aujourd'hui un univers qui les empêche pour beaucoup de se construire. Parce que tout simplement, c'est un outil, et cet outil-là n'est plus devenu un outil, c'est un lieu d'existence. Et on voit bien que ces ados n'arrivent plus à se passer de leur portable. Aujourd'hui, ils envoient des centaines de SMS par jour. Alors, quand ils sont dedans, ils sont dedans. Mais en amont, si à un moment le groupe est tellement fort que nous ne pouvons pas résister, d'abord c'est nous qui décidons ce qu'on leur achète et c'est nous qui fixons les règles. Moi, je suis pour de ne pas leur en donner. Clairement. Et normalement, on devrait pouvoir le faire. Nos enfants jouent sur notre culpabilité en nous montrant qu'ils seront exclus du groupe. Et c'est là où il faut leur dire quoi ? Parce qu'à un moment, tu n'as pas la même chose que les autres, alors les autres ne voudront pas de toi. Ça va dépendre beaucoup du style de l'enfant, beaucoup de choses vont se jouer. Mais si à un moment, on n'y arrive pas,
il faut être capable de mettre en place des règles. Il y a un début, il y a une fin. Et c'est comme ça. Il peut monter, chanter, sauter, valser, hurler, c'est comme ça. Il ne faut pas qu'un jour cet ado soit comme celui qu'un jour a dit à son père, enfin n'a pas dit à son père mais a dit à quelqu'un d'autre, pourquoi mon père ne m'a pas interdit? Pourquoi mon père ne m'a pas interdit? Parce qu'il était prisonnier de son système. Il n'avait plus les forces et les ressources pour s'en extraire. Ah, vous allez dire, oui, mais c'est sympa, mais regardez, malgré tout, les ados, etc., ils deviennent quand même, ils arrivent à se maintenir. Vous avez raison, c'est vrai. Mais il y a ce qu'ils sont et ce qu'ils auraient pu être. Vous savez, c'est comme les gens qui disent, voilà, on se dispute tous les soirs dans la maison, moi j'insulte ma femme m'insulte, on se frappe, etc. Regardez, pourtant les gosses, ils ont eu le bac et puis ils se sont mariés. T'as raison. D'abord, les bleus à l'âme, ça s'en va beaucoup plus difficilement que les bleus au corps. Et toutes les énergies qu'ils ont utilisées pour réparer, ce sont toutes les énergies qu'ils n'ont pas utilisées pour construire. On n'est pas là pour récupérer, on est là pour construire. Voilà donc, de manière microscopique, sur ce domaine-là, une indication sur la manière dont on devrait être capable de gérer les choses. Alors,